Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité nationale Zone Franche. Rencontre entre le garde des Sceaux et le cadre de concertation des partis de l'opposition en début de semaine suite à la mise en place de ce creuset il y a quelques jours. Les élections générales de 2026 avec les préparatifs activés par les institutions de la République qui y sont impliquées. L'actualité au Parlement avec en toile de fond l'examen du budget général de l'État exercice 2025 dont la session a démarré à la suite de l'adoption du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Ce sont autant de sujets qui nous intéressent ce dimanche sur votre émission et sur lesquels notre invité donnera sa position et son opinion. Honorable Midofi Antonin Ronga, il est député Les Démocrates à l'Assemblée nationale. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur Aounou, Franck. Merci de répondre à notre invitation. Très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Chers téléspectateurs, cette émission sera sous la co-direction de Éric Guédénon. Éric, bonjour. Bonjour Franck Aounou, honorable député à l'Assemblée nationale Midofi Antonin Ronga. Bonjour et merci d'être avec nous sur Zone Franche. Franck a évoqué les sujets que nous allons aborder tout au long de cette émission. Nous allons commencer par la création du cadre de concertation des forces de l'opposition. Mais déjà, quel est le parti, bien entendu, au sein de l'opposition qui a pris l'initiative d'une telle action? Merci beaucoup, monsieur Aounou, Franck. Merci beaucoup, monsieur Deguenon. C'est vraiment un plaisir pour moi de me retrouver ici parce que vous nous donnez l'occasion de nous exprimer, d'expliquer au peuple béninois l'actualité actuelle dans notre pays. Pour revenir à votre préoccupation, cette initiative, il faut le dire, aujourd'hui, le parti principal, le parti qui tient fil de l'opposition, c'est le parti Les Démocrates. Donc, naturellement, nous avons pris l'initiative qui a été accompagnée par plusieurs partis qui pensent dans le même sens que nous, pour pouvoir commencer ce processus. Alors, comme quoi, l'idée de se mettre ensemble pour faire un bloc, elle n'est pas si mauvaise que ça. Pas du tout, ça c'est clair. Seul, on ne peut pas mener le combat. Il faut être ensemble, il faut s'associer, il faut réfléchir ensemble, il faut trouver les voies et moyens pour pouvoir sauver le peuple de cette souffrance qui dure depuis plus de 8 ans. Alors, maintenant que vous êtes ensemble, quelles sont vos intentions, vos ambitions? Oui, ça c'est clair. Nous sommes ensemble, nous devons réfléchir ensemble, nous devons mener les actions d'ensemble. Nous devons voir comment nous allons concrétiser la victoire de l'opposition en 2026 en gros. Voilà un peu l'objectif de notre projet, de notre mise ensemble et de parcourir ensemble les activités pour pouvoir évoluer. On a souvent coutume de dire que ce sont les oiseaux du même plumage qui volent ensemble. Si vous êtes du même plumage, alors votre façon de voler, elle semble un peu différente lorsque vous prenez certains partis, vous, que moi je qualifie souvent d'opposants radicaux, les autres également, dans leur manière de faire, sont un peu plus modérés. Vous pensez vraiment que vous pouvez faire bon ménage ? Non, mais ce que vous venez de dire, ça peut être votre perception du mode d'emploi de chaque parti politique. Ça veut dire que vous n'êtes pas opposition radicale, c'est ça? Non, mais est-ce que dans un pays comme le Bénin, on peut être opposant radical? Non. Nous sommes là pour pouvoir voir dans quel sens la barque de la rupture nous amène. Si nous constatons que cette barque-là, cette direction n'est pas propice, cette direction ne cadre pas avec la réalité du peuple, nous sommes obligés de recadrer le gouvernement, de dénoncer pour être dans le même sens que le peuple qui nous a mandatés. Alors comment vous expliquez alors vos différentes postures, notamment à l'Assemblée nationale, où vous rejetez très souvent les projets de loi. On va revenir tout à l'heure au rapport d'activité du président Vlavounou. Vous rejetez souvent les idées qui viennent du côté de la mouvance. Comment vous l'expliquez?
Non, mais il n'y a rien de bon dans ce qu'il vous propose finalement. De toutes les façons, je prends par exemple la loi sur les déchets. Nous avons voté cette loi avec nos amis de la mouvance au Parlement. C'est pour vous dire quoi? Nous ne rejetons pas systématiquement tout ce qui vient du gouvernement. Lorsque nous analysons les situations, lorsque nous voyons que ce que le gouvernement est en train de dire rentre dans le bon sens, nous accompagnons. C'est peut-être un cheveu dans la soupe. Mais si le gouvernement ne propose pas, parmi 10 propositions, si 8 ne rentrent pas dans le sens du peuple, nous ne pouvons pas accompagner. Sont-ils tous des godillots pour ne proposer que des choses indigestes au point de ne pas vous convaincre un tant soit peu de la pertinence de ce qu'ils apportent? Non, notre problème, ce n'est pas qu'ils sont mauvais, mais c'est la manière de gérer que nous n'approuvons pas. C'est la manière de voir les choses que nous n'acceptons pas. Et c'est ça qui fait que des fois, nous rejetons. Mais il y a des fois des lois à l'Assemblée nationale, des accords de financement que nous avons donné notre caution. Donc, si vous visitez bien, vous allez constater que le parti, les démocrates, les députés LDA à l'Assemblée nationale ne sont pas là pour suivre, je ne dirais pas les yeux fermés, mais pour suivre bêtement le gouvernement. Nous sommes là pour accompagner et si ce n'est pas bon, nous n'acceptons pas. D'accord. Nous ramenons un peu le débat dans sur le cadre justement. Honorable Runga, comment votre parti a pu convaincre les autres partis à céder, n'est-ce pas, à cette idée d'être ensemble au niveau de ce cadre de concertation? Comment vous les avez convaincus? Pour nous, ça n'a pas été du tout difficile. Vous savez que la situation au pays, dans le pays aujourd'hui, fait que la majorité de notre peuple souhaite le changement. Le peuple veut finir avec cette équipe dirigeante qui nous dirige depuis 8 ans. Vous avez un baromètre pour le savoir? Vous êtes des journalistes d'investigation. Il suffit de promener un peu votre micro dans les marchés, dans les écoles et que vous assurez à ceux que vous interviewez l'anonymat, je pense que vous aurez les informations concrètes. Il y a toujours des situations conjoncturelles qui se posent. Bon, moi, d'abord, avant de venir là, je voudrais... Ce sont les exemples que vous avez donnés qui m'intéressent alors. Vous avez dans les marchés, dans les écoles. Exactement. Il y a des moments où nous avons peut-être l'inflation qui arrive. Après, on travaille à maîtriser cette inflation et après, autre chose peut arriver, un peu comme la Covid qui était arrivée, des imprévus. Non, mais... Il y a ces moments-là dans une république. Mais nous vivons dans une région, lorsque nous voyons un peu ce qui se passe aussi dans les autres pays, qui sont au même niveau de vie en 2016 avec nous, nous voyons un peu comment les choses se déroulent un peu. Nous constatons qu'il y a un cas particulier chez nous au Bénin. Pour revenir à votre préoccupation, nous avons pris contact avec la plupart des partis et qui souhaitent vraiment voir aussi le changement. Je pense que c'est dans ce sens-là que plusieurs partis ont accepté de rester ensemble avec nous pour pouvoir créer ce cadre de concertation. D'accord. Il y a 2 cas qui m'intéressent. Oui. Le parti Restaurer l'espoir et la Force Cori pour un bien émergent. Vous les avez rencontrés? Exactement. Ils se sont approchés comme les autres partis qui sont dans le cadre de concertation. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'arrivée? Vous savez, même dans le cadre de concertation, dans la convention qui nous lie, il a été très clair que chaque parti garde son autonomie. Donc, sûrement qu'ils ne sont pas encore prêts parce qu'on s'est approché d'eux, FCB, Restaurer l'espoir, sûrement qu'ils ne sont pas encore prêts à faire le chemin avec nous. Ça ne veut pas dire que demain, ces partis ne peuvent pas nous rejoindre. Donc, nous sommes ouverts, nous sommes disponibles et nous pensons qu'ils vont nous rejoindre parce que ils ont reçu le mandat du peuple, donc ils voient dans le même sens que nous qui sommes en train de mener le combat aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas curieux, puisque le président de votre parti, à une rencontre avec le chef de l'État, a estimé que la Force Cori pour un bien émergent n'est pas un parti de l'opposition?
Oui, moi je pense qu'il y a la situation et l'évolution de la situation. Les choses ont évolué de quelle façon? Oui, parce que à un instant T, nous avons vu un peu leur comportement, leur déclaration. Peut-être c'est ça qui a donné l'impression, qui a fait que le président a dit ça. Mais aujourd'hui, si eux-mêmes, ils se réclament effectivement de l'opposition, je pense que c'est le moment... Ils l'ont toujours fait, honorable. Oui, mais... Vos doutes par le passé étaient basés sur quoi, précisément? Vos doutes non, mais... étaient basés sur quoi par le passé? Si, par exemple, tout récemment, si nous voyons un peu leur communiqué sur l'affaire de tentative de coup d'État, si nous voyons des communiqués de ce parti, ça nous pose beaucoup de questions. Et je pense que c'est à eux de nous confirmer, de confirmer au peuple béninois qui sont de l'opposition aussi comme nous. Et dans ce cas, nous sommes ouverts et nous sommes prêts à échanger avec eux. Il me semble qu'au niveau de votre parti, vous avez des critères pour déterminer qui est de l'opposition ou pas. Alors, selon vous, comment on arrive à convaincre un peuple qu'on est de l'opposition? Non, ce n'est pas qu'il y a des critères. Oui, quand nous prenons... Puisque c'est un parti qui a été enregistré au ministère de l'Intérieur comme étant parti de l'opposition. Oui, mais cela devrait suffire, non? Oui, mais... Bien avant même les démocrates. Exactement. C'est pour ça que je suis en train de dire qu'à ce niveau, c'est à eux parce qu'on s'est approché d'eux. Donc, ils sont bien placés pour vous dire concrètement pourquoi ils n'ont pas accepté notre main tendue comme l'ont accepté les autres partis qui sont aujourd'hui dans le cadre de concert. Peut-être qu'ils n'ont pas apprécié la façon dont vous les avez traités par le passé. Bon, ils sont libres aussi. Je pense qu'ils sont bien placés pour donner vraiment les raisons précises qui donnent cette impression. Alors maintenant, au niveau de ce cadre de concertation, vous avez vraiment le sentiment d'être ensemble, de faire tout ensemble? Ben, pour le moment, si nous sommes ensemble, c'est vrai qu'on vient de faire notre assemblée constitutive. Donc pour le moment, tout va bien pour le moment. Est-ce que le parti Les Démocrates ne va pas influencer les décisions ou les choix, les orientations sur le reste des autres partis d'opposition qui n'ont pas le même poids que vous? Le MP n'est pas au Parlement, par exemple. Eh bien, si nous avons accepté d'être ensemble, c'est que nous avons accepté de discuter ensemble, de penser ensemble. Et c'est pour cela que nos revendications, même au niveau du Parlement, nous ne pensons pas seulement pour notre groupe parlementaire, nous pensons pour que les autres partis arrivent aussi à l'Assemblée pour qu'il y ait une ouverture, pour que les partis comme NPL et autres puissent vraiment candidater et aller aux élections comme les démocrates. Alors, quelles sont les grandes actions que vous entendez mener, les chantiers que vous avez pu identifier et qui feront l'objet de beaucoup d'attention au niveau de ce cas de concertation? Oui, je pense que les actions que nous avons décidé de mener ensemble, nous avons déjà commencé. Vous vous rappelez tout récemment, le cas de concertation a été reçu par le ministre de la Justice suite à leur doléance de faire l'audit du fichier électoral. Absolument, on reviendra sur ce chapitre. Voilà. Alors, vous êtes réunis que pour des questions politiques, non, je n'ai pas encore fini. Il y a des dénonciations qui sont en train d'être faites par rapport à la cherté de la vie au quotidien des Béninois. Et quel est aujourd'hui le niveau de vie de Béninois? Je pense que nous jouons ce rôle-là au niveau du cadre de concertation. Mais quand vous dénoncez, vous proposez quoi par rapport justement à cette préoccupation? Qu'est-ce que le cadre propose? Mais le cadre aujourd'hui fait des propositions. Si je prends par exemple au niveau des agriculteurs, nous avons dit que il faut revoir, il faut laisser les producteurs vendre leurs produits à leur juste prix. Bon, là, je vais vous dire que cette doléance, cette proposition a été faite par notre parti, les démocrates. Aujourd'hui, le cadre vient de naître, donc nous avons un plan d'action. S'approprie ce sujet-là pour en faire un chantier? Non, nous avons un plan d'action que nous allons mettre en exécution et je pense que le moment
venu, vous allez nous aider à amplifier, à informer le peuple de notre plan d'action. Alors, vous avez parlé de la cherté de la vie. C'est vrai, vous avez dit que vous faites des propositions. Moi, je suis bien curieux de savoir comment vous allez, disons, acter cette vision. Vous allez acter cette ambition de réduire ou bien de renforcer le pouvoir d'achat des Béninois, puisque vous n'êtes pas dans l'opérationnel, vous n'êtes pas au ministère, enfin au gouvernement, vous n'avez aucun pouvoir de décision, vous ne faites que des propositions. Alors, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour que les choses changent à ce niveau, pour que les Béninois puissent bien vivre tel que vous le pensez? Non, mais Monsieur Aounou, vous l'avez bien dit, nous ne sommes pas à l'exécutif, nous ne sommes pas à l'action. Et ce qui nous appartient, nous, c'est de faire des propositions, comme vous êtes en train de le dire, mais nous ne pouvons pas forcer le gouvernement à faire à accepter nos propositions. Et d'ailleurs, c'est pour ça que depuis un bon moment, mon parti a proposé au gouvernement un dialogue. Lorsque nous parlons de dialogue, ce n'est pas seulement les questions électorales, politiques, c'est tout ce bon vivre ensemble que nous voulions mettre dans un paquet pour soumettre à l'appréciation du gouvernement. Donc, effectivement, nous ne sommes pas à l'exécutif. Donc, les propositions que nous faisons à travers les médias, à travers les chaînes de télévision comme Canal 3, je pense que le gouvernement doit s'auto-saisir et peut-être accepter ce dialogue que nous demandons depuis des années pour pouvoir nous écouter. Vous aurez l'occasion tout à l'heure, quand on va aborder le sujet sur le budget, pour avoir quelques-unes de vos propositions sur des questions de société, n'est-ce pas, qui touchent un peu nos concitoyens. Vous avez évoqué tout à l'heure, en début de semaine, il y a eu cette rencontre entre le cadre de concertation des partis de l'opposition avec le garde des Sceaux. Quelle appréciation faites-vous de cette démarche du gouvernement? Oui, en toute honnêteté, il faut dire que personnellement, nous apprécions positivement ce début de démarche, de marche ensemble, parce que ça fait plus de 3 ans que nous avons demandé. Et lors de la dernière rencontre que le chef de l'État a accordée aux responsables de notre parti, ils ont réintégré, ils ont redemandé encore cette lecture, cet audit de la liste électorale. Nous sommes heureux que le président a accepté et a souhaité cette rencontre avec le ministre de la Justice. Notre souhait est que ça ne s'arrête pas à ce niveau, et qu'il y ait vraiment une volonté forte d'aller jusqu'à sa concrétisation. Voilà. Comme quoi le gouvernement n'est pas aussi sourd à ce que vous demandez souvent. Mais c'est par rapport à tout ce que nous avons demandé, que nous continuons de demander, nous pensons que c'est la première demande que le gouvernement a choisi d'accepter. Et nous pensons que nous ne pouvons que dire que c'est bien et que nous souhaitons que ça soit concrétisé. C'est la concrétisation pour nous, c'est ce qui doit être la satisfaction totale. Nous ne pouvons pas à ce niveau nous réjouir, dire que oui, bravo, c'est bien et tout ça. Donc pour nous, sans aller jusqu'à l'audit, nous ne pouvons pas. Lorsque vous parlez d'audit, justement, la révision du fichier électoral, qu'est-ce que vous y mettez concrètement? Mais vous savez très bien que pour les élections passées, il y a des citoyens qui ont retrouvé leur nom dans un bureau de vote à 40 km de leur lieu habituel. Donc, vous savez très bien que ça va être difficile pour ces citoyens de parcourir 40-50 km pour aller voter. Donc, il y a des perturbations. Il y a des gens peut-être qui n'existent plus. Risquent de ne pas voter. Exactement. Il y a des gens qui n'existent plus, mais qui sont là. Et il y a des choses beaucoup. Donc, c'est pour ça que nous disons que nous devons faire audit participatif. Audit participatif, c'est quoi? C'est que tout le monde s'entend sur quoi on doit corriger et puis on mène cette correction ensemble. Alors, on rappelle que cette demande a été portée par votre parti politique, les démocrates, une demande à laquelle le chef de l'État
a donné son accord de principe et qu'il était même disposé, au cas où le parti n'aurait pas les moyens, n'est-ce pas, de voir dans quelle mesure il allait vous accompagner. C'est bien ça. Mais au fait, là, d'abord, le gouvernement ne peut pas dire qu'il n'a pas les moyens. Je rappelle que c'est une action. Je rappelle le contexte, on est d'accord jusque-là. Voilà. Alors aujourd'hui, après cette rencontre, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Oui, après cette rencontre, je pense que le ministre aussi a confirmé l'accord de principe de son chef pour pouvoir accompagner, même qui a dit qu'ils sont prêts à donner les moyens. Je pense que le ministre a souhaité nous revenir donc pour la concrétisation. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, nous pensons que de notre côté aussi, on doit élargir la concertation aussi, pour que les acteurs politiques se retrouvent vers surtout les partis politiques, pour toutes les forces vives de la nation, pour pouvoir trouver les voies et moyens pour pouvoir accompagner ce taudis. Justement, ici les partis de la mouvance ne portent pas la même préoccupation que vous. Peut-être que pour eux, le fichier électoral est sain et dans son état, ça peut aller aux élections. Non, juste à preuve du contraire, aucun membre, bon, dans tous les cas, je suis à l'Assemblée nationale, même je n'ai pas encore entendu un député de la mouvance dire que la liste électorale ne peut pas être auditée, ne peut pas être revue. Je ne pense pas. Je pense qu'à ce niveau, l'unanimité est faite aujourd'hui qu'il faut revoir la liste pour corriger certaines choses. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là que nous souhaitons élargir les échanges avec, comme nous avons reçu l'accord officiel du gouvernement, avec tous les autres partis du Bénin, soit de la mouvance, soit de l'opposition, pour pouvoir échanger et trouver un format, une formule pour pouvoir accompagner ce que nous avions demandé. Peut-on qualifier cela de signe d'ouverture en lieu et place de ce que vous appelez, ce que vous attendez, vous souhaitez de vos voeux, le dialogue national? Ces échanges-là suffisent déjà pour vider les questions, non, les grandes préoccupations? Non, mais c'est pas la même chose. Et je vous ai dit tantôt que nous, on ne peut pas crier que oui, nous avons gagné ou quelqu'un a gagné ou c'est déjà un acquis. Pour nous, c'est le début. Vous ne faites pas confiance au chef de l'État, au gouvernement? Bon, faire confiance au chef de l'État, c'est difficile à dire. Quand nous voyons les actions qui se déroulent, les prises de parole du président Patrice Talon aujourd'hui, il est difficile pour un... Vous avez adressé un courrier juste au lendemain de la mise sur pied du cadre de concertation. Il a instruit immédiatement son ministre garde des Sceaux. Mais cette demande existait il y a très longtemps. Vous avez réitéré. Voilà, exactement, nous avons réitéré. Donc, je me rappelle, c'est en novembre 2023. Exactement. Donc, nous avons réitéré et il a souhaité nous rencontrer. C'est déjà un début. Mais nous ne pouvons pas dire que l'action est déjà concrète. Donc, pour nous, pour être satisfaits totalement, il faut vraiment aller à l'audit. Honorable Runga, je vais partager avec vous l'avis d'un juriste sur, bien entendu, cette demande d'audit du fichier électoral. Il dit ceci, que sur le plan juridique, l'audit que souhaitent réaliser les partis politiques de l'opposition pose dès le départ un problème de base légale. En effet, s'il est vrai que la démarche de l'opposition semble valorisante pour la transparence, il n'en demeure pas moins vrai qu'elle n'est fondée sur aucune prévision juridique du code électoral. Test de référence qui régit le fichier électoral. Le code électoral prévoit un audit participatif et citoyen qui permet l'appurement et la mise à jour du fichier électoral, livre 2 du code, les articles 111 et suivants. Le code ne prévoit aucune initiative d'audit sur demande des partis politiques. À cela, il faut ajouter bien d'autres aspects. Non, mais vous êtes député à l'Assemblée nationale, vous connaissez le code électoral. Exactement. Votre demande d'audit ne viole-t-elle pas des dispositions du code? Ce que vous venez de lire, dire que c'est prévu dans le code de faire l'audit participatif. Oui, mais vous, c'est d'abord une demande de votre parti. Oui, mais si
le gouvernant, l'exécutif ne prend pas l'initiative parce que c'est dans le code, mais un citoyen, même pas ça peut ne pas être un parti, un citoyen peut souhaiter. Donc je pense que c'est bien que le cas de concertation de l'opposition demande. Donc ça ne viole pas, c'est une demande qui est acceptée par le gouvernement. D'ailleurs, c'est prévu dans le code que vous venez de lire et tout ça. Donc moi, je ne vois pas trop la contradiction. Donc aujourd'hui, nous sommes bien dans l'audit participatif et citoyen du fichier électoral. Le début, oui. Ça dépasse même le cas de concertation des partis de l'opposition. Exactement, mais je viens de le dire tout à l'heure. L'audit participatif ne doit pas rester dans l'enclage seulement des partis de l'opposition. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des citoyens qui se retrouvent à des kilomètres. Ben, ce citoyen, ça peut être un militant de la mouvance de l'opposition et tout ça. Donc aujourd'hui, ce projet concerne la classe politique tout entière. Donc aujourd'hui, nous devons nous mobiliser pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et je le dirai encore, c'est le début. Nous ne pouvons pas dire que oui, le gouvernement, sa volonté est totale. D'accord. Est-ce que vous avez établi un agenda de travail? Par exemple, quand pensez-vous aller rencontrer vos amis de la mouvance pour que le travail puisse évoluer, pour avoir aussi l'accord de principe et de participation à ce travail? Non, mais vous savez très bien que c'est tout récemment que nous avons reçu l'accord de principe officiel. Donc, le cas de concertation s'attelle, le cas de concertation se concerte pour pouvoir bientôt, dans les jours à venir, exactement pour vous informer. Est-ce que le temps va vous suffire? Nous avons déjà un agenda qui est sur place. On sait quand est-ce que les dossiers seront déposés, quand est-ce que on va solliciter les institutions pour les élections générales. Est-ce que le temps va vous suffire pour auditer tout ce fichier? Oui, mais quand on parle de l'audit participatif, moi je pense qu'en 3 mois, 4 mois au plus, on peut finir s'il y a la volonté de tous les partis. Donc le problème ne se pose pas. Et surtout, nous allons tenir compte de l'agenda électoral pour pouvoir faire des propositions. Alors, si vous pensez finir dans 3 mois, alors c'est que vous avez déjà une idée de ce que vous avez à faire. Mais alors, je dis, moi, je pense que 3 à 4 mois, nous pouvons vraiment faire ce tout dit en intégrant. Pour que nos citoyens qui nous regardent comprennent, il sera question de quoi? On laisse la possibilité aux citoyens à nouveau de changer les noms, les lieux de vote, les centres de vote. C'est de ça qu'il s'agit? Mais quand on parle de l'audit participatif, c'est d'abord une approche participative. Lorsqu'on parle d'une approche participative, c'est une approche qui est censée sur le vécu, sur les demandes de la population à la base. Et nous avons des équipes sur le terrain, c'est ça? Non, je ne suis pas bien placé pour dire concrètement comment l'audit va se dérouler. Mais en pensant qu'on peut finir en 3 mois, vous pensez à quoi précisément? Non, mais d'abord, si vous le dites, il faut envoyer des équipes à l'endroit. Non, il faut, pour moi, il y a 2 actions principales. Oui. Premièrement, il faut trouver comment on l'appelle ça, un créneau, ça dit un creuset pour les politiques de se retrouver pour échanger mutuellement entre eux. Sur quoi on doit agir. Exactement. Et comment agir sur ça. Et puis après, il faut aller chercher les techniciens. Les techniciens pour l'opérationnalisation. Oui. Et ça veut dire quoi? Le creuset politique est là pour surveiller, pour accompagner les techniciens dans leur travail. Oui. Et ce travail des techniciens, c'est ça qui va définir concrètement qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait pour pouvoir atteindre les résultats. Puisque vous, votre parti, je suppose que c'est parce que vous avez fait des constats que la demande est d'abord venue de votre parti. Exactement. Vous avez fait des constats sur quoi? Vous avez donné l'exemple d'un citoyen qui se retrouve obligé d'aller voter à 40 km. Oui, de façon technique, quel autre constat pouvons-nous relever, n'est-ce pas, pour davantage justifier l'audit du fichier électoral? Non, mais il y a technique. Non, mais il y a aujourd'hui, lorsque nous prenons le fichier aujourd'hui, il faut voir peut-être parce qu'après il faut pas faire audit parce qu'il faut faire audit. Non, mais il y a demandé. C'est quoi les problèmes? Non, mais au fait aujourd'hui, il faut voir aussi les bureaux de vote aussi. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a tout ça. Il y a quel problème au niveau des bureaux de vote? Mais les bureaux de vote aujourd'hui, non, mais écoutez, aujourd'hui, il y a des bureaux de vote qui ne répondent plus aux critères.
Et il y a des bureaux de vote aujourd'hui qui ne sont pas... l'accessibilité est compliquée. Nous avons constaté ça. Donc, tout ce travail, il est difficile aujourd'hui de les lister. Est-ce que les constats que vous avez faits sont de nature à discréditer ou à rendre peu transparente, disons, l'organisation des élections? Non, ce n'est pas là le problème. Même au niveau, ce qui peut rendre transparente les élections et tout ça, c'est le code électoral. Et vous savez très bien que dans le code électoral, il est prévu l'audit participatif. Cet audit, je vous ai dit maintenant les deux grandes phases que moi je suggère ou bien je vois qu'on peut entamer. C'est d'abord créer un cadre de concertation politique entre tous les acteurs. Deuxièmement, c'est de chercher les techniciens qui vont faire le travail. Ce que vous êtes en train de dire... Les techniciens ont fait le travail. Non, mais les techniciens sont bien placés. Mais c'est vous, quand vous faites la demande d'un audit, c'est parti de votre constat, n'est-ce pas? De ce que le fichier, tel qu'il est aujourd'hui, pour vous, ne vous rassure pas. Mais c'est ça le truc. Oui, mais parce que les gens partis n'ont pas formulé de demande. Oui, mais je viens de vous donner un exemple qui fait l'unanimité aujourd'hui au niveau de la classe politique. Les exemples que vous nous donnez, honorable, quelle est cette élection qu'on a organisée sans rencontrer ces difficultés-là? Mais si nous avons constaté qu'il y a une difficulté, nous avons la possibilité de le faire, de corriger. Moi, je ne vois pas ce qui dérange de corriger, c'est tout. Et je vous dis que... On peut le faire sans passer par un audit. Mais audit, c'est quoi? C'est de vérifier. Peut-être en faisant l'audit, on peut trouver d'autres irrégularités. Vous pouvez... je suppose que vous l'avez fait, que vous avez... Non, mais nous, on n'a pas encore fait l'audit. Non, enfin, je suppose que vous avez informé les organes en charge des élections de ces problèmes. Et c'est sûr qu'eux-mêmes, en leur sein, pour avoir organisé des élections, ils essaient de faire le bilan de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Et à chaque élection, ils essayent de corriger les choses. Mais vous avez dit qu'ils essayent. Vous n'y croyez pas? Non, mais vous avez dit qu'ils essayent de le faire. Qu'est-ce qui nous empêche de donner un cachet officiel à ça pour dire qu'on veut faire un audit? Qu'est-ce qui nous empêche que la classe politique, pour la première fois depuis 2016, de se réunir et d'analyser la situation de notre liste électorale? Peut-être en analysant, nous allons trouver d'autres difficultés que peut-être nous... À part les... Oui, à part ça. De distance. Exactement. D'accord. C'est ça. Nous allons évoluer dans le débat. On a assez parlé de l'audit participatif du fichier électoral. J'espère que vous aurez gain de cause avec vos collègues de la mouvance honorable. Alors, parlons maintenant actualité au Parlement. Le rapport d'activité de Vlavonu, comme je l'ai dit, vous êtes défendu, vous avez très souvent rejeté ce rapport. Surtout vous êtes très critique vis-à-vis de ce que fait le président. Qu'est-ce que vous lui reprochez à ses activités, à sa manière de fonctionner? Pourquoi vous avez la dent du contre ces rapports? Non, d'abord, quand vous dites que on vous écoute sur la télévision, le président de l'Assemblée, je pense que le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou Vlavonu, est un cadre qui a travaillé dans l'administration du Bénin, à la douane. C'est un homme intègre et qui a beaucoup travaillé et qui a une bonne image. Ce que nous avons de lui, une très bonne image par rapport à son parcours professionnel. Mais une fois arrivé à l'Assemblée, moi personnellement, je n'arrive pas à le reconnaître. Lorsque vous revenez par rapport au... Vous avez la même image de votre parcours professionnel à votre parcours politique? Exactement, moi je n'ai pas changé. C'est pas vous. J'ai fait la société civile, j'ai milité dans une association et quand on me voit mes prises de parole aujourd'hui, bon, je ne peux pas me dire que... Je te laisse droit dans vos votes. Exactement, les gens me le disent, donc ça m'encourage à aller dans ce sens. Lorsque nous prenons le rapport... Que aussi le président n'a pas changé autant que ça. Non, mais écoutez, j'ai dit que le président... D'autres personnes qui l'ont connu, l'ont côtoyé, vous diront qu'il reste le même. Non, mais le président de l'Assemblée est le président de la deuxième institution du Bénin.
et c'est une structure de contre-pouvoir. Et l'un des outils que nous utilisons en tant que parlementaires, c'est des questions orales adressées au gouvernement. Et je vous dis que nous avons adressé plus d'une cinquantaine de questions orales d'interpellation et le président a à peine convoqué à la plénière 10, même pas la moitié. Mais vous voulez que quelqu'un comme moi, un groupe parlementaire du parti, les démocrates, du parti du peuple, de voter ce rapport? Et dans l'histoire de l'Assemblée nationale, il aura été le premier président à le faire. Mais au moins, je dis, au moins 50% des questions orales adressées au gouvernement. Nous avons constaté que le président de l'Assemblée nationale fait ombrage sur notre outil de contrôle de l'action gouvernementale. Donc il n'a jamais disons, programmé vos questions. Je n'ai pas dit qu'il n'a jamais progressé. Oui, il a programmé à quel volume, à quelle quantité, pour que cela ne vous suffise pas. Non, mais écoutez, les questions orales d'interpellation et tout ça, c'est l'outil que le parlementaire détient pour contrôler l'action du gouvernement. Donc, normalement, toutes les questions souhaitées d'interpellation, nous avons invité le gouvernement à venir nous éclairer, pas seulement nous, le peuple. Normalement, le président de l'Assemblée nationale doit faciliter. Est-ce que dans la pratique, vous avez le temps vraiment pour programmer toutes les questions? Parce que vos collègues de la mouvance également en proposent. Ils en proposent, vous en proposez, vous avez parlé d'une cinquantaine, à leur niveau aussi, je ne sais pas trop combien. Non, mais au fait, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas seulement des questions proposées par mon groupe parlementaire que je suis en train de dénombrer à 50. Je parle des questions posées par tous les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. D'accord. C'est ça le problème aujourd'hui. Et au même moment que nous avions le temps pour... vous savez très bien que c'est au cours de la période de son rapport que les mouvanciers sont allés sur le terrain, le gouvernement aller sur le terrain pour faire le compte rendu avec le peuple et tout ça. Et c'est en ce moment, nous sommes en pleine session parlementaire, que les activités au Parlement sont bloquées parce que le président n'était pas là. Personne ne pouvait convoquer la session, ni le premier vice-président, donc personne ne pouvait convoquer la session, les réunions, la plénière. Donc en ce moment, ils ont pris plus de 90 jours pour accompagner le gouvernement. Est-ce que les ministres seuls ne suffisent pas pour vraiment expliquer au peuple, à notre population, ce qu'ils ont fait du bien pendant ce mandat? C'est la question que nous on s'est posée. Hier, vous étiez en position, peut-être pas vous, mais aujourd'hui vous êtes dans l'opposition aux côtés de quelqu'un qui a dirigé le Bénin pendant 10 ans et nous avons vu faire. Cette pratique était très en vogue avant l'arrivée du pouvoir de la rupture. Les ministres, les cadres, les chefs de service, je ne sais quoi, les députés, tout ça allait sur le terrain. Monsieur Aounou, ce que je ne comprends pas, si vous dites nous étions au pouvoir, c'est que les démocrates étaient au pouvoir, c'est ça? Non, parce que moi, je représente ici, je suis député d'un parti politique qu'on appelle les démocrates. Dont le président est l'ancien président de la République. Oui, exactement, il est l'ancien président de la République, ça c'est clair. Il est l'ancien président de la République. Donc ce n'est pas, je vous dis que ce n'est pas une nouveauté. C'est pas nouveau au Bénin que des politiques accompagnent des cadres au niveau de l'administration pour aller expliquer ce que fait le régime en place. Oui, mais pas pour freiner les activités au Parlement. Peut-être pendant les vacances parlementaires, je suis d'accord qu'un député accompagne son parti pour aller expliquer. Mais en pleine session parlementaire, c'est incompréhensible. Aujourd'hui, que vous rejetez systématiquement ces rapports. Non, parce que vous avez dit, est-ce que nous avons le temps d'inviter le gouvernement pour venir répondre à nos préoccupations, à nos questions d'interpellation? Alors, je dis que nous avons suffisamment de temps. Si les mouvanciers ne prenaient pas tout le temps pour aller sur le terrain, alors que nous devons être au Parlement pour répondre, pour travailler, pour dire concrètement ce quatrième rapport que vous avez examiné, c'était
le 7 novembre, si je me trompe, dernier. Qu'est-ce que vous reprochez à ce rapport? Non, mais par exemple, je viens de citer oui, les questions orales et tout ça que le gouvernement n'a pas fait une chose là. L'autre chose aussi, nous avons personnellement vu que le président de l'Assemblée, dans son rapport, a dit que les missions parlementaires sont exécutées à 57,72% par son groupe parlementaire l'UPR. 57, quelque chose %. Alors que ce groupe parlementaire, les députés de ce groupe parlementaire seuls ne constituent pas la majorité au Parlement. Ils ont dit il a dit dans son rapport, parce que c'est lui qui l'a écrit dans son rapport, je tiens compte, que 27% des missions parlementaires sont exécutées par le groupe parlementaire Bloc républicain. Au même moment, nous, mon groupe parlementaire, les missions ont été effectuées à hauteur de 19%. 27% pour un groupe parlementaire de 28 députés, contre 19% pour un groupe parlementaire qui a le même nombre de députés. Je pense qu'il y a un déphasage. Comment vous expliquez ce déphasage par rapport Mais écoutez, le président de l'Assemblée nationale est la seule personne, parce que c'est lui qui a mis ça dans son rapport. Donc, il est la seule personne qui peut vraiment expliquer ça. Et dans ce cas, dans son rapport, nous ne pouvons pas voir ce déphasage et accepter ce rapport. Donc, lorsque nous voyons tout ça, nous voyons les censures, c'est-à-dire tel qu'il distribue la parole à l'Assemblée nationale, nous ne retrouvons pas vous pour l'adoption de son rapport. Nous avons la possibilité pour tout député, après le vote, de prendre 5 minutes pour explication de vote. J'ai choisi d'utiliser ce moyen pour dire mes motivations pour voter contre son rapport. Le fait de dire que son rapport est hypocrite, son rapport, je ne veux pas dire lui-même, le fait de dire que son rapport est hypocrite, ça suffit au président de l'Assemblée. Son rapport et sa personne? Non, mais je ne peux pas. Vous l'avez dit. Mon éducation, d'abord, ne me permet pas de dire à quelqu'un plus aîné, surtout un président de l'Assemblée. Oui, peut-être que vous l'avez dit de façon indirecte. Mais j'ai dit son rapport. Vous l'avez dit que c'est son rapport, c'est lui qui a mis le test dedans. C'est son rapport, c'est lui. Quand on dit qu'un document est... Non, mais attendez, quand on dit qu'un document est hypocrite, ça veut dire que le document ne rapporte pas les réalités de ce que nous avons vécu. Et selon vous, ça ne se rapporte pas à sa personne? Non, pas du tout. Mais ça suffit que le président de l'Assemblée censure mon intervention et me retire la parole. Et nous est pas arrivé de penser qu'il a estimé que c'était orienté sur sa personne? Mais c'est sa conception. À la limite, c'était peut-être une insulte? Mais c'est sa conception. Mais ce que j'ai dit, c'est enregistré. On peut réécouter. Et chacun peut faire de ce que vous dites tout ce qu'il veut. Mais l'essentiel, c'est d'écouter. Honorable. Oui, mon cher Raoul. Il y a plusieurs manières de dire quelque chose. Si vous le dites et que cela peut heurter des sensibilités, par exemple, à l'Assemblée, il est de son droit peut-être de vous arrêter pour vous dire attention, là où vous allez, chers collègues, et ça vous fait également du bien, non? Que de tenir des propos qui sont suivis sur les chaînes, des propos trop virulents dans l'adoption d'un rapport. Est-ce qu'on a besoin d'être aussi fort dans les mots? Et monsieur Aounou, monsieur Guédinon, est-ce que dire que le document que vous avez produit là, votre document là, est hypocrite? Est-ce que ça veut dire qu'on vous a insulté? Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous avez utilisé, selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le temps qu'on accorde à un député pour justifier son choix. Oui. Est-ce que c'est aussi attribué au président de l'Assemblée nationale, en fonction de l'appréciation qu'il fait des mots et de la phrase d'un député, de le recadrer? Est-ce que c'est dans les prérogatives d'un président de l'Assemblée nationale? Oui, mais Donc ça veut dire que vous avez utilisé votre droit et lui aussi il a utilisé son droit. Mais c'est que, avant de censurer un député, il faut voir ce qu'il dit. C'est ça que je mets aussi à votre appréciation.
Monsieur Eric dit que votre document est hypocrite. Le problème est où? Je pense que c'est le minimum qu'un député peut dire pour critiquer un document. C'est le minimum qu'un député peut dire pour critiquer un document. On voit sur les autres parlements, on suit. Mais ça suffit. Bon, moi, le problème n'est pas encore là. Le problème aujourd'hui, c'est que le président de l'Assemblée nationale doit savoir qu'il incarne une institution. Et aujourd'hui, il doit nous donner les moyens de critiquer les actions du gouvernement et de contrôler l'action du gouvernement. Aujourd'hui, pour contrôler l'action du gouvernement, nous avons besoin de l'interpeller, d'interpeller ce gouvernement. Et pour inviter les ministres à l'Assemblée nationale pour nous expliquer, pour nous donner des réponses, des approches de réponse, le président de l'Assemblée est la seule personne qui peut laisser cette ouverture. D'accord. Mais aujourd'hui, il fait ombrage. On reste à l'Assemblée nationale. Le ministre d'État de l'économie et des finances est passé vous présenter le budget 2025 qui fait plus de 3 000 milliards. Est-ce que vous avez des attentes, surtout du côté de l'opposition, sur l'exécution de ce budget? Non, d'abord pour le passage du ministre d'État à l'Assemblée nationale, c'était dans une commission. D'abord, nous n'avons pas encore eu la plénière pour discuter du budget. Voilà, pour discuter du budget. Et j'ai été personnellement choqué de voir sur une chaîne de télévision diffuser son passage en commission. Les débats en commission ne sont pas publics. Notre règlement intérieur est clair. Les débats en commission ne sont pas publics. Diffuser un débat, un passage en commission sur une chaîne de télévision nationale. On n'a pas suivi, on n'en a pas les preuves, c'est quelle chaîne déjà? Bon, sur l'ORTB, bon, si vous permettez, sur l'ORTB, notre règlement intérieur est très clair, les débats en commission ne sont pas publics. L'intégralité du débat, c'est ça que vous avez suivi? Oui. Ou une interview? Donc, non, ce n'est pas une interview. Peut-être vous pouvez revoir et tout ça, je ne veux pas aller dans les détails. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, moi, que d'autres parlementaires me donnent les raisons, les justificatifs et tout ça, mais dans notre règlement, c'est seulement les débats en plénière qui sont publics et tout citoyen peut venir sur les débats en plénière. Par rapport à son budget, le budget 2025... Son budget, non, c'est le budget général de l'État, pas son budget. Non, mais aujourd'hui, le budget n'est pas encore adopté. Donc, c'est d'abord le budget... Donc, pour le moment, ce n'est pas votre budget. Non, c'est le budget. Mais c'est le budget le budget de l'État. C'est le projet de budget. Exactement. Le projet de budget de l'État, mais pas de Wadayi ou exactement. Quand vous parlez de projet de budget, je suis d'accord avec vous. Nous sommes encore en train de recevoir les différentes structures. Les ministres différentes institutions. Présenter les budgets. Donc, de il est trop tôt maintenant. Et ça se passe dans quelle ambiance? Mais est-ce que l'ambiance, chaque ministre arrive, il nous présente son budget, on pose des questions d'éclaircissement, se justifie, et ça s'arrête là. Et pour l'heure, quel est le passage d'un ministre qui a retenu votre attention? Non, ben aujourd'hui, nous suivons les choses. Il n'y a pas. Bien. Oui, pour le moment. Parce que je vous ai dit que notre rôle, c'est de les recevoir, de les écouter. S'il y a des questions d'éclaircissement, on les pose. Ça veut dire, après tout ça. Alors, sur la prestation des ministres à présenter le budget, si selon vous tout se passe bien, il n'y a pas de raison à ce que vous rejetez le budget pour le vote. Mais quand vous dites que tout se passe bien, c'est dans quel sens? Tout se passe bien parce que tout se déroule bien. Okay. C'est déjà l'essentiel là. À l'étape des commissions. Exactement. À l'étape des commissions, on les reçoit, on les écoute, on leur pose des questions d'éclaircissement. Quelle analyse on fait de chaque ministère, de chaque institution et tout ça? C'est après avoir fini tout ça que mon groupe parlementaire doit se revoir
et analyser sur toutes les situations. Et la conduite à tenir. Exact, et prendre des dispositions et tout, alors, et tout ça. Vous êtes citoyen béninois. Oui. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. Vous avez vu un peu le quotidien des Béninois. Pour ce budget-là, qu'est-ce que vous auriez souhaité en termes de contenu? Qu'est-ce que ça doit contenir pour aider les Béninois à mieux vivre, pour nous aider, vous et nous, tous à bien vivre au pays? Non, mais comme je ne sais pas. Non, quels sont les points sur lesquels je ne suis pas du genre, par principe, je ne suis pas de principe à géométrie variable. Aujourd'hui, il nous sera difficile, si vous voulez avoir mon point de vue par rapport au budget de l'État exercice 2025, non, je vous propose de m'inviter après l'adoption du budget. Oui, et là, je vais faire ça. Au regard des constats que vous avez faits, par exemple, au niveau du cas de concertation, l'un des chantiers, c'est d'améliorer le pouvoir d'achat des Béninois, n'est-ce pas, pour relever un peu leur niveau de vie. Alors, je dis par rapport à ces préoccupations, qu'est-ce que vous auriez souhaité que cela, enfin, qu'on mette dans le budget pour soulager davantage les Béninois? Mais ça, on peut le dire, non? Oui, mais vous savez, aujourd'hui, il y a les producteurs qui crient et qui disent qu'ils ne vendent pas leurs produits à sa juste valeur. Vous l'avez déjà dit au cours de ce débat. À part ça, qu'est-ce qu'il faut, sur quoi il faut encore agir? Mais si on prend, par exemple, un domaine de la santé, qu'est-ce que le gouvernement fait? Donc, c'est pour vous dire que c'est des questionnements pour nous pour le moment. C'est après avoir réfléchir sur tout ça que nous pouvons vraiment opiner objectivement. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Nous savons très bien que pour le budget 2024, tout le gouvernement n'a pas fait grande chose. Est-ce que c'est la même chose que le gouvernement va répéter? Le gouvernement n'a pas fait grand chose. Vous y mettez quoi? Soyez plus mais par exemple, il y a les comment on appelle ça? Je prends par exemple le dialyse et tout ça. Nous avions proposé que cette opération soit totalement gratuite. Mais aujourd'hui, il faut avoir le temps de faire le point pour savoir est-ce que ça a été fait réellement. Le gouvernement a pris d'autres mesures, non? Est-ce que le gouvernement... Quelles mesures le gouvernement? Par exemple, l'exonération sur... les kits. Les kits qu'on doit acheter à quelqu'un, qu'on doit apporter. C'est ça que nous n'arrivons pas à comprendre l'opérationnalisation, comment ce gouvernement mène des actions. Au lieu d'agir directement sur les Béninois, le gouvernement va exonérer les kits qui va profiter aux importateurs. Qu'est-ce pour que ces importateurs, en bénéficiant des exonérations, agissent sur le coût directement avec le bas peuple, avec les malades. Alors qu'il y a la possibilité d'agir directement avec les choses-là. Donc que le gouvernement va graduellement, ça c'est une action. Mais est-ce que c'est une belle action selon vous? Mais pour le moment, qui peut soulager ceux qui... Exonération? Oui, les non. Vous ne trouvez rien de positif dedans? Je fais une proposition. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement ce montant qu'il, dans l'exonération, d'agir directement sur chaque malade? C'est ça un peu. Vous pensez que c'est pratique? Pourquoi pas? Mais dans ce pays, le ancien président, Dr Thomas Boni, a agi sur la césarienne directement. C'est ça. C'est ça la concrétisation. C'est ça d'écouter les cris de détresse de son peuple. Voilà. D'accord. Alors, nous allons parler maintenant 2026, certainement au niveau de Parti les démocrates. Vous vous préparez. Les institutions de la République également se préparent. Et on a vu récemment le président de la Cour constitutionnelle qui a invité le président de la Sénat à un séminaire pour l'appropriation de la mise en œuvre du code électoral, ainsi de suite. Comment vous voyez ce début de synergie d'action en prélude à 2026? Monsieur Aounou, je pense que je vais être clair avec le gouvernement, avec les institutions. Il y a une bombe qui se prépare en 2026. Il faut avoir le courage de le dire. Soyons pas plus pacifiques. Hein. Non, c'est le code électoral. Une bombe? Oui, tel que notre code électoral est aujourd'hui,
ça va nous créer beaucoup de difficultés. Ça va être des difficultés terribles pour nous. Je vous donne 2 exemples. L'article 146 qui parle des 20% dans toutes les circonscriptions électorales pour avoir droit de partage au siège au niveau des élections législatives. On suppose, jusqu'à présent, aucun parti dans l'histoire depuis 1990 n'a jamais eu 20% dans toutes les circonscriptions électorales, même pour les élections présidentielles. Donc ça montre que vous êtes au même pied d'égalité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, je suis d'accord avec vous, monsieur avec les partis de la mouvance. Je suis d'accord avec vous, monsieur Guénon. Mais le code ne prévoit pas, lorsque aucun parti n'aura les 10%, les 20% au niveau de toutes les circonscriptions, le code ne prévoit pas qu'est-ce qu'on fait dans ce cas. Et là, c'est une violation de la Constitution. Une violation de la Constitution. Je me rappelle bien, l'article 153 de la Constitution dit que le pourcentage est fixé au plan national. Notre Constitution dit le pourcentage est fixé au plan national. Oui. Et qu'une loi va fixer ce pourcentage-là au plan national. Mais cette loi a fixé, mais l'a fixé sur le plan de chaque circonscription. Mais c'est une violation. Et là, il y a les cadres qui sont là. Mais ça n'a pas empêché la Cour constitutionnelle de rendre constitutionnelle cette loi. Au niveau de votre parti, je vais finir pour dire la Sénat vient de faire quelque chose. Attendez, s'il vous plaît. La Sénat vient de faire quelque chose. Ça concerne les élections communales. Exactement. L'exécution de l'article 210, ça rend vraiment terrible. Et moi, je pense qu'il faut que nous essayions de recadrer. On va mieux comprendre. La Sénat propose, s'il vous plaît, la Sénat fait la répartition de la nomination des chefs de quartier. Vous avez évoqué... Et ils ont reparti à l'UPR. Alors qu'en 2020, l'UPR n'a jamais existé. On va mieux comprendre. Je ne comprends pas. On va mieux comprendre justement. Oui. Alors, vous avez évoqué le pourcentage de 20% que fixe le code électoral. Oui. Au niveau de votre formation politique, oui. Est-ce que vous êtes en mesure de décrocher ces 20% au niveau de chaque circonscription? Est-ce que vous travaillez justement pour atteindre cet objectif? Monsieur Deguenon Eric, est-ce qu'en tant que député, je dois légiférer, je dois voter les lois pour servir seulement mon parti politique? Non. Si c'est pour dire que notre parti peut avoir les mesures pour le faire, oui. Monsieur Rougan, si j'avais en face de moi un député du bloc républicain, oui, je lui ferai la même question. Exactement. Pareil pour des autres formations politiques. Nous parlons de votre parti, de votre formation politique. Oui, bien sûr. Par rapport à cette disposition du code électoral, êtes-vous en mesure de décrocher les 20%? Et que faites-vous pour un maillage du terrain au niveau de votre formation politique? Si il y a un parti politique qui est censé avoir les 20% dans toutes les circonscriptions, s'il y a un parti politique qui peut l'avoir, ça doit être premièrement d'abord le parti Les Démocrates. Et qu'est-ce qui gêne finalement? Parce que nous ne sommes pas à l'Assemblée pour voter les lois seulement pour nous satisfaire. Vous vous souvenez bien que le pourcentage de les 15% pour les élections présidentielles, oui, ça va justement 28 députés que nous constituons. Nous. Pourquoi ça? Les 3/5 dans les 15, les 28 députés dans les 3/5, ça considère réellement les choses là que nous avons eu des députés. Mais est-ce que c'est pour nous seuls, nous battons? Je pense que non. Nous légiférons, nous proposons des lois, nous votons les lois pour la nation. Mais vous n'êtes pas seul. Oui. Vous avez d'autres formations politiques, n'est-ce pas? Qui sont aussi et qui estiment cette préoccupation, qui estiment qu'ils sont aussi en mesure de décrocher. Que vous ruminez tout le temps. Mais parce que vous parlez de quelle formation politique? Vous parlez du bloc républicain, vous parlez de l'UPR, c'est ça? Mais c'est eux qui ont mené cette loi-là à l'Assemblée. Sûrement qu'ils ont leur plan. Malheureusement, l'arène politique est partagée par tous ces partis politiques et même votre parti politique. On ne peut pas les exclure du débat. Non, nous, on ne veut pas les exclure du débat. D'ailleurs, on ne peut pas faire la relecture de ce code-là sans eux. Maintenant que vous nous avez confié que vous êtes en mesure de décrocher les 20% au niveau de chaque circonscription, actuellement, dans la perspective des élections générales, quelles sont les activités que vous menez actuellement au niveau de votre parti? Non, ben, aujourd'hui, nous déployons notre stratégie sur le terrain.
Et vous savez très bien que vous, si vous avez un ennemi en face de vous, un adversaire, je voudrais dire, en face de vous, vous prenez les gants pour exposer publiquement vos stratégies. Ce qui est sûr, à la date d'aujourd'hui, notre parti, avec tous les partis de l'opposition, avec tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons programmé, nous sommes tranquilles, nous sommes sereins et que les élections en 2026 seront... Le débat sur le choix des candidats, vous allez l'ouvrir quand? Mais ce n'est pas encore notre préoccupation première aujourd'hui. Notre préoccupation première aujourd'hui, c'est le vécu quotidien des Béninois. C'est comment faire pour que l'huile d'arachide, qui coûte combien déjà? 1000, combien? Je ne sais pas, monsieur Aounou, si vous l'avez acheté, 1200, 1600. Nous allons dans les petits marchés. Exactement. Vous allez dans mais le plan, c'est que... Non, je parle de choses là où c'est notre préoccupation aujourd'hui. Oui, mais alors, quand est-ce que ce sera votre préoccupation, le choix de votre candidat? Nous avons un calendrier et nous allons sûrement dérouler notre calendrier au moment opportun. Nous allons vous inviter. Vous savez très bien que ce que vous avez vu. Votre parti politique, vos dispositions réglementaires en la matière disent quoi pour le choix d'un candidat? Les dispositions réglementaires disent que le candidat sera choisi consensuellement par une approche participative, c'est-à-dire de voir de fixer les critères et voir tout ce qui rentre dans ce critère-là et d'ouvrir les négociations. Par rapport à notre approche, nous ne sommes pas encore en retard. Alors, je vous rassure. À toutes les formations politiques de garder ce silence à moins de 2 ans d'une aussi grande élection où au niveau des partis politiques, rien ne bouge, rien ne se décide, tout est comme ça. Et vous, au niveau de l'opposition, on semble que c'est aussi la même chose. Non, nous, tout se passe bien. Vous venez de constater qu'on a mis en place un cadre de concertation. Ça rentre dans le cadre de large concertation, même pour le choix du candidat et tout ça. Et vous ne savez pas tout ce qui a été fait avant de voir l'Assemblée constitutive du cadre de concertation. Ça prouve que nous travaillons et qu'au moment opportun, vous serez invités pour pouvoir... Vous serez candidat pour l'élection présidentielle? Mais ça dépend de mon parti. Non, est-ce que vous nourrissez l'ambition? Parce qu'on m'a dit que vous allez ouvrir, disons, la compétition. Tous ceux qui veulent peuvent postuler. Vous, est-ce que vous nourrissez l'ambition? Mais l'ambition d'être... président de la République? Non, il y a des personnes plus... moi, à mon humble avis, je vois peut-être des gens qui seront plus intéressés. Qui seront plus intéressés pour le faire, mais pour le moment, à qui on aura? Je vois qu'il y a des personnes qui seront plus intéressées. C'est pas que les personnes que je vois indiquées qui seront plus intéressées. Donc il faut que ces derniers-là soient intéressés pour le faire. Conclure cette émission, honorable Runga. Oui, moi je voudrais conclure cette émission sur la dernière sortie de la Sénat sur l'application de l'article 210. Vous savez, je voudrais dire, il faut que les gens évitent de confirmer au chef de l'État que le Bénin a un désert de compétences. Parce que c'est le chef de l'État qui l'a dit. Et quand nous voyons un peu comment nos institutions fonctionnent aujourd'hui, nous avons tendance à donner raison au chef de l'État. Vous voulez dire qu'ils ne font pas du bon travail, ces institutions? Mais écoutez, l'article 210... C'est exagéré. Attendez, s'il vous plaît. Oui. L'article 210 dit... On ne va pas refaire le débat. Exactement. Dans la conclusion. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que selon ce que la Sénat vient de faire, premièrement, la Sénat donne la répartition à l'UPR de donner plus de 5000 chefs de quartier, alors que l'UPR n'a jamais existé en 2020. Vous allez faire des recours par rapport à ça? Exactement. D'accord. Deuxième chose, cette loi ne permet pas le bon vivre ensemble, le code électoral. L'article 210 là dit que c'est seulement le chef de quartier qui sera choisi. Donc il n'aura plus un conseil de village. C'est ça. Pourquoi tout ce qu'on fait, vous n'y trouvez jamais de vivre ensemble? Code électoral, vous trouvez que c'est une bombe. Mais la réalité est là. Aujourd'hui, s'il vous plaît, ne prenez pas tout mon temps de dernier mot, parce que je veux éclairer mon peuple. On veut comprendre aussi. Aujourd'hui, c'est que
Aujourd'hui, nous avons les conseils de village qui permettent, lorsqu'il y a une situation dans un village, tous les tendances se retrouvent. On prend, même dans un royaume, il y a le conseil de royaume, de royauté. Donc, mais aujourd'hui, il faut revoir cela. Il faut revoir le code de l'État parce qu'ils ont des difficultés à l'appliquer déjà en ce moment. Quand on dira pour 2026. On vous aura compris. Merci beaucoup, honorable Mudofi Antonin Runga, député du Parti Les Démocrates à l'Assemblée nationale. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'être passé sur Zone France. Tout le plaisir pour moi. Voilà. Et merci à toute l'équipe de réalisation de cette émission. On se reprend dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission Zone Franche. Passez un très bon week-end.